Les mains dans la pop. Ok. Les mains dans la pop. C'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour, bienvenue dans Les mains dans la pop. Moi, c'est Audrey. En face de moi, il y a... Kumbis. Kumbis, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va, je transpire, donc voilà, du nez, du front, de partout. Je sors de la Fashion Week, là. Ah, donc, c'est pour ça. j'ai hyper chaud, mais ça va très bien. Et toi? Vous voyez pas, mais elle est un peu maquillée comme Solange. Donc, elle a de l'eyeliner gris métallisé, c'est magnifique. Merci beaucoup pour cette visualisation, pour celles et ceux qui nous écoutent. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Merci d'être de nouveau au rendez-vous. Cette semaine, on va parler de Michel Sardou et de Patrick Sébastien, en roue libre, vraiment masculiniste. On va parler aussi de congélation des ovules, de la Fashion Week, évidemment, surtout Kumbis d'ailleurs, et aussi du retour du culte de la maigreur, même s'il est jamais vraiment parti, on va pas se mentir, et des mannequins grande taille, vraiment tout un programme autour de la Fashion Week. Mais avant ça, on va passer aux winners et aux losers de la semaine. Win ou lose, Oui. telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Alors, commence-toi. C'est qui? Est-ce que c'est des losers, des winners? Et à qui tu parles de quoi aujourd'hui? J'ai envie de commencer par du négatif. Ok. Du coup, je vais commencer par les losers qui sont du coup Michel Sardou et Patrick Sébastien avec leurs déclarations vraiment anti-féministes, anti-wokistes. Je sais pas si t'as vu passer les Non, infos. pas du tout. Ok, comme ça je vais t'apprendre des trucs. Alors, les boomers de la chanson et du divertissement français que sont Michel Sardou et Patrick Sébastien sont vraiment en roue libre et n'hésitent pas à donner leur avis qu'on leur a vraiment pas du tout demandé. Alors, je vais commencer par Michel Sardou. En fait, pendant une interview dans l'émission du 20h de Ruquier sur BFM TV, bien sûr, le 28 septembre dernier, en gros, Michel Sardou, donc l'interprète des Lacs du Connemara, on ne le présente plus, a vraiment beaucoup critiqué la société dans laquelle on est pendant 36 très longues minutes, je trouve. Et en fait, il a dit que voilà, il avait une certaine aversion pour le féminisme, le wokisme et carrément juste le siècle actuel. Donc, il exagère à peine. Et en gros, il a commencé par dire « Je déteste le féminisme, je déteste le wokisme, je hais ce siècle ». En gros, voilà. Tout simplement. Et à un moment, il a voulu un peu mettre de l'eau dans son vin, tu sais, un peu nuancer le propos. Mais je pense que le naturel est vite revenu au galop parce que ça a vite dérapé en ouin-ouin, les hommes sont mal aimés, voilà. Tu peux plus rien dire. Quand un homme blanc est hétéro, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Ok. Exactement. Donc je vais le citer. Les femmes ont raison de se défendre, de demander leurs droits, de réclamer le même salaire que les hommes. Je trouve ça complètement juste. Merci Michel. Par contre, qu'elles n'en fassent pas trop, qu'elles aiment un peu les hommes. Enfin, franchement, heureusement que Michel est là pour nous dire comment nous comporter un petit peu en tant que féminisme, sinon on sera un petit peu perdu. Alors, j'ai vu des réactions des gens qui étaient un peu étonnés justement des propos de Michel Sardou parce que, je sais pas si tu te souviens, mais bon, il a chanté une chanson vaguement féministe, en tout cas pour l'époque, il y a 42 ans quand même, être une femme. Sa femme, être une femme, c'est ça? C'est... Femme des années 80. Oui, voilà, plutôt. L'air, c'était un peu le bridge, sorry. Et en gros, pour le rappeler, c'est une chanson dans laquelle il décrit des femmes, capables d'endosser plein de rôles hors du cadre un petit peu du patriarcat. Donc je cite par exemple femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa pelisse, bon femme panthère c'est un peu chelou, et femme banquière planquée en Suisse. Enfin, je vais pas chanter le reste, mais voilà, en gros l'idée c'était, ça se valait. Un petit peu féministe. Et donc les gens sont un petit peu étonnés qu'il ait ce genre de propos. Mais bon, en fait, moi je pense que pour lui, c'est ok qu'une femme veuille endosser plein de rôles, plein de métiers, 50 rôles, en plus de se taper tout ce qu'il y a à la maison. Mais sans pour faire lui, trop de bruit, quoi. Voilà, faut pas qu'elle l'ouvre trop, quoi. Exactement. Et donc à la fin, il a lancé aussi une petite balle perdue à la maire de Paris, Anne Hidalgo, comme par hasard une femme. En gros, il disait « Je quitte Paris parce que je ne supporte plus Paris, c'est insupportable, c'est laid, c'est moche, je ne comprends plus ma rue, je ne sais plus où j'habite. » Ça sonne un petit peu raciste. Bon, bref. Et c'est pas le seul du coup à avoir donné son avis sur les féministes. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi Patrick Sébastien. Voilà, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est celui qui fait les repas nuls le samedi soir là. Repas nuls. Le plus grand cabaret du monde, ça s'appelle. Et voilà, qui a chanté entre autres Tourner les serviettes. Et il ferait mieux d'aller retourner tourner ses serviettes. C'est donc sur BFM TV, encore une fois, que Patrick Sébastien a eu aussi des propos anti-féministes. Et en gros, il a présenté son nouveau livre
livre qui s'appelle La nostalgie. Et en fait, il parle de sa vision de la société contemporaine. Et il dit, en gros, c'était mieux qu'avant, avant quand les femmes n'avaient quand les femmes n'avaient pas de pouvoir et que exactement, pouvaient maltraiter les immigrés. Et vraiment, on exagère à peine, puisqu'en gros, il dit, ce sont les minorités qui foutent le bordel dans ce pays. C'est une minorité décideuse qui a bouleversé l'ordre moral. Je parle de la minorité wokiste et écologiste intégriste. Bouh, les écolos, n'importe quoi. L'ordre moral de mon temps, c'était la droite. Donc en gros, il fait tout un truc sur c'était mieux la droite avant, voilà. Et il dit qu'en gros, maintenant c'est la gauche. Et il dit, des gens ont décidé de nous interdire ce qui nous fait plaisir et de nous imposer ce qui nous emmerde. Il y a une tyrannie des intégristes de chaque catégorie, féministes, antiracistes, écologistes. Il dit ça comme si c'était des trucs mauvais. C'est ça en fait. Vive tout ce qu'il vient de dire. Berk, en fait. Des gens qui veulent la paix. Franchement. N'importe quoi. Voilà, donc encore une fois sur BFM TV. Donc en gros, not all men, mais définitivement Patrick Sébastien. Et Michel Sardou. Et du coup, Patrick Sébastien, dans son livre d'ailleurs, il se qualifie lui-même de vieux con assumé. Donc au moins il est lucide, c'est déjà ça. Je me dis, voilà. Mais tu sais que ma star, je sais pas si il est problématique, donc je vais pas l'encenser, mais Jacques Brel disait que les bourgeois, plus ils sont vieux, plus ils sont cons, et voilà. Ok, ça se prouve en la personne de Michel Sardou et Patrick Sébastien. Et toi, Kumbis, est-ce que tu veux peut-être contrebalancer avec un truc un peu plus positif? Oui, une femme noire magnifique qui s'appelle Beyoncé Giselle Knowles, parce qu'on dit pas le K, on dit pas Knowles, on dit Knowles, donc c'est Queen Bee. Merci pour cette leçon de linguistique. Voilà. Queen Bee, la reine de Houston, vient de terminer sa tournée mondiale, sans l'Afrique bien sûr, qui s'appelle la Renaissance World Tour. Elle a eu plus de 50 shows, plus de 50 Mute Challenge, plus de 500 célébrités un peu partout, donc en France, en Europe et en Amérique. Et du coup, elle a aussi atteint un nouveau record mondial. C'est la tournée d'une artiste féminine qui a engendré le plus de bénéfices. Selon le magazine Forbes, la tournée a engendré plus de 2 milliards de dollars. Wouhou. Et en plus de l'argent et du vivier des stars, comme je t'avais dit, c'était vraiment genre un engouement sur les réseaux. Je pense que tu l'as vu aussi. Ouais. Ben, j'ai vu beaucoup aussi passer les vidéos justement de sa fille qui dansait. Ouais, franchement. Et en plus, souvent, les gens font des montages avec son premier show. Je pense que c'était au Stade de France et son dernier show. Et elle a évolué de malade. Donc voilà, déjà, big up à Blue Ivy. Et surtout, en fait, c'était vraiment vu comme une célébration de la communauté cuir noir et le voguing, tout ça. Et en plus de ça, il y a eu un challenge que moi, j'ai rien compris. Ça s'appelle le Everybody on Mute Challenge. Tu as suivi? J'ai pas compris non plus. Je suis désolée. En fait, j'explique. Donc, du coup, en fait, dans sa chanson Énergie, elle dit une phrase, look around and everybody on mute. Donc, regarde autour de vous, tout le monde est silencieux. Okay. Normalement, là, il faut se taire. Jusqu'à ce qu'elle reprenne le truc. Mais nous, on est européens. Déjà, l'anglais, c'est difficile. Donc, nous, on commençait à chanter. Et on a compris que quand elle était en Amérique, que c'était un challenge, en fait. Et donc, les villes ont commencé à se dire, on va être meilleur que vous, Je pense que celles qui ont gagné, c'est vraiment Houston et Atlanta. C'est vraiment le roi du silence, en fait. Ouais, le roi du silence. Le roi du silence, c'est toujours une conne pour dire, tu vois. Donc, c'était moi la conne à Bruxelles parce que j'avais pas compris. Et donc, voilà. Donc, j'ai regretté de me dire, purée, j'aurais dû aller plus tard, tu vois. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais payer 700 € pour aller la voir à Los Angeles parce que ça mérite. Et tout ça pour dire que, je pense que vous le savez, mais tout le monde attend ces visuels de l'album Renaissance depuis sa sortie et a décidé d'en faire un film. Donc, c'est le 1er décembre en Amérique, sort un film sur Beyoncé, sur l'album, sur la conception de l'album, sur le Renaissance World Tour. Et pour l'instant, c'est que en Amérique et voilà, c'est un peu triste, mais on sera là, on va streamer illégalement tout ça. Oui, on va retrouver ça sur Internet. Et toi, t'as un peu une winneuse, un truc un peu chouette à nous parler? Ouais, alors c'est mi-win ou mi-lose quand même. En gros, je vais vous parler des Dégommeuses. Donc, c'est un club de foot féminin féministe et de Alice Coffin, en fait, qui ont été brutalisées par la sécurité du Parc des Princes. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, il y a eu un match de football entre les équipes féminines du PSG et de l'OL. C'était le 1er octobre dernier et les Dégommeuses, du coup, donc je le répète, c'est une association de foot féminin et en gros, elles luttent beaucoup contre les discriminations dans le sport. Et elles étaient accompagnées de la conseillère municipale écologiste Alice Coffin. Et en gros, elles ont déployé une banderole en soutien à Jenny Hermoso et Kadiadiatou Diani. Et en fait, c'est des footballeuses qui avaient dénoncé des agressions sexuelles. Donc voilà, c'était, je crois, on vous croit, etc. Donc vraiment inoffensif et cool, quoi, comme action. Et en fait, ça a déclenché des réactions violentes de la part de la sécurité. Donc il y a eu des agents qui sont venus arrêter, voilà, l'action. Notamment un agent de sécurité qui a essayé de forcer Alice Coffin à quitter les lieux, malgré son refus.
refus. Et donc ensuite, il y a eu un communiqué des dégommeuses, voilà, qui montre bien voilà le poids des violences sexistes sexuelles dans le football en France et tout le silence aussi qu'il y a autour, parce que voilà, on les a empêchés de faire cette action qui était vraiment inoffensive. Et je trouve c'est assez ironique, enfin c'est un peu ironie du sort, parce que cet incident-là, il survient en fait juste après l'absence totale de sanctions et de réactions, quand il y a eu en fait des chants homophobes de supporters parisiens lors de la victoire du club contre Marseille le 24 septembre en Ligue 1. Donc c'était vraiment, je crois, une semaine avant. Et donc il y a eu des chants homophobes. Et là, les agents de sécurité n'ont pas réagi, il n'y a rien eu, il y a comme pas par eu hasard. Et là, vraiment une banderole féministe, et comme par hasard, la sécurité a réagi, et a réagi en plus de manière violente. Donc voilà, c'était plutôt un win en mode soutien aux dégommeuses et soutien à toutes les victimes aussi de violences sexuelles. Ouais, et ça me fait penser aussi soutien du coup aux hijabeuses. Oui. C'est une équipe féminine qui porte le hijab. Oui. Et je sais pas si t'as vu que la France, le pays du monde, la honte, qui vont interdire les joueuses françaises de porter des hijabs pendant les Jeux Olympiques. Donc voilà, oui, soutien merci. à toutes les femmes qui se Merci battent pour nos droits en fait. Gros soutien. Et justement, là, c'était un petit peu une win, une lose. Est-ce que tu veux peut-être aussi enchaîner avec un loser? Mais en fait, oui, j'avais un loser, en fait, mais c'est le sujet de la semaine. Donc, je sais pas si j'en parle un peu parce que je sors de Fashion Week. Donc, moi, je regarde aussi celle de Milan, celle de New York et celle de Londres. Et je vois de plus en plus de mannequins minces et de moins en moins de mannequins grande taille. Même si les grandes tailles, souvent, c'est du 40. Et du coup, je voulais faire un petit big up à une des mannequins que j'ai vu présenter le défilé. Elle s'appelle Paloma El Cesseur. Et du coup, c'était un peu, en fait, un loser pour les créateurs de mode, et aussi parce que chacun se renvoie la balle et disent ah oui, non, mais c'est pas nous, en fait. C'est les mannequins et les agences de mannequins qui nous envoient ça, mais tout le monde sait qu'ils demandent ce qu'ils veulent. Bien sûr. Et donc voilà, c'était un peu un loser, mais c'est le sujet de la semaine, donc je vais te laisser enchaîner. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé. Alors, comme le disait Koumbi, ça ne vous aura pas échappé, c'était la Fashion Week et donc le retour des défilés et des modeuses dans les rues de la capitale. Alors moi, personnellement, contrairement à Koumbi, je m'intéresse pas forcément au milieu de la mode, même si j'aime la mode en soi. Donc du coup, on va parler du culte de la maigreur qui revient en force, de la mode de l'héroïne chic, de l'inclusivité sur les podiums, toujours vraiment pas au rendez-vous, et de plein d'autres sujets, de tout ce que tu as pu voir aussi pendant la Fashion Week. Ouais, mais du coup, moi, j'aime bien la mode, mais franchement, quand je les suis, je me dis franchement que c'est pas ma place parce qu'il y a rarement des femmes et des gens qui me ressemblent. C'est très l'entre-soi, c'est très blanc, c'est très mince, c'est très parisien. Mais du coup, là, on va parler un peu du coup de l'historique. Et depuis quand, en fait, les mannequins sont maigres et pourquoi elles ne sourient plus. Donc, ça a commencé dans les années 80. Il y avait ces leggings fluo, ces croc-tops sur les bodybuilders. Je sais pas si tu sais, mais les croc-tops sont de base issus du sport. Du sport et du vestiaire masculin. Et il y avait aussi les top modèles. Donc, je pense que la mode n'a jamais été aussi excitante que dans les années 80, où il y avait des Cindy Crawford, des Linda Evangelista, des Christy Turlington qui illuminaient vraiment les défilés. Oui, il y avait vraiment des figures. C'était vraiment des stars. Bien sûr, le corps était mince, mais il était musclé, il était athlétique et il semblait respirer un peu la santé et être plus sain que la maigreur actuelle. Elles étaient tellement des personnalités à part entière qu'elles faisaient de l'ombre aux marques pour lesquelles elles défilaient. Et les gens venaient voir Naomi, les gens venaient voir Carla Bruni plutôt que Versace et Gucci. Et ça commençait à déranger parce que les gens disaient qu'en fait elles prenaient trop le melon, elles voulaient avoir leur jet privé, elles voulaient avoir leur chef, elles voulaient avoir les meilleures suites. Ils ont essayé un peu de freiner tout ça et de redonner l'attention aux vêtements. Donc ils ont décidé que les mannequins allaient être de plus en plus transparents. Donc filiformes, sans sourire et devenir des cintres. Donc ça a commencé comme ça, donc pour un peu éclipser les supermodèles. Et en même temps est venue la mode de l'héroïne chic. Donc c'est dans les années 90 en fait, et l'héroïne chic en fait c'est un look qui reflète la mode de vie, celui de la dépendance à la drogue. Et pour avoir le look, le teint doit être blafard, le visage émacié avec des joues creusées, des cernes doivent sembler dater de 5 jours sans se laver, tout ça. Ah ça j'ai. Ouais, moi aussi, mais moi je me lave. J'ai juste un gosse qui dort pas, mais je me lave, ne vous inquiétez pas. Et il faut avoir, il y avait aussi le côté cheveux raides, tu vois, cheveux raides un peu sales, les habits un peu grunge, tout ça. Et ça, vraiment, ça aurait été acceptable. Le cheveu sale, grunge, ça. Mais le problème, c'est que, en fait, l'esthétique était vraiment liée aux troubles alimentaires et à la prise de drogue. Donc, cette trend, comme je te disais, est apparue dans les années 90 dans le milieu fashion, artistique et photographe, tu vois. Et en fait, il fallait avoir l'allure d'une junkie sous-alimentée. Et c'était vraiment la classe ultime. Donc, les corps décharnés, les regards tristes, vides, sont une source d'inspiration mélancolique. Et donc, c'est des modèles comme Gia Karangani, qui était héroïnomane et d'ailleurs qui est mort d'une overdose, qui était vraiment, en fait,
la quintessence de la beauté, tout le monde veut lui ressembler. Et donc, du coup, des mannequins comme Kate Moss, qui était appelée la Brandy, ont commencé à émerger et les gens voulaient devenir de plus en plus minces. Et c'est vraiment dans les années 2010 où les filles comme il y avait Jennifer Lopez, un peu Kim Kardashian, un peu Beyoncé, qui sont arrivées avec des formes. Et du coup, le côté filiforme est un peu disparu. Et les filles voulaient devenir plus des modèles Instagram que des modèles défilés. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à remplir un peu les pantalons et à se dire OK, faire du 40, c'est tout à fait normal. Et même si une fois on n'avait que deux mannequins gros sur 40, ça s'appelle d'ailleurs le fat washing, c'est le fait en fait de mettre deux grosses en avant pour se dire oui, on est inclusif, mais derrière tout le monde fait du 32. Donc, je sais pas si tu sais, mais la plupart des mannequins font entre du 32 et du 36, qui est pas une taille en fait normale quand tu fais 1m80, je pense en tout cas. Et donc du coup dans les années 2010 ça a un peu disparu, les filles voulaient avoir des rondeurs, mais là ces derniers temps l'héroïne chic revient en force et notamment c'est un peu encore une fois c'est des influenceuses comme Kim Kardashian qui a dû perdre beaucoup de poids pour rentrer dans la robe Marilyn Monroe, je sais pas si ça avait suivi. Exactement. C'était pour le Met Gala de 2022. Elle a perdu 16 kilos. 16 kilos 16 kilos en quelques semaines pour entrer dans sa robe et du coup et quand elle a perdu le poil en fait elle est restée dans le côté très mince, très blonde et du coup les gens ont dit que l'héroïne chic des années 80 revient en force, mais encore une fois c'est troubles alimentaires et elles disent pas qu'elles ont un chef qui leur cuisine, qu'elles se tuent au sport et surtout qu'elles ont fait beaucoup d'injections et de chirurgie esthétique. Donc les gens veulent atteindre un nouveau idéal qui n'est pas soutenable quand tu es une femme qui mange et qui se nourrit tous les jours. Et donc voilà, c'est un peu ça. Et donc, tu sais d'où vient un peu les mannequins minces et pourquoi maintenant c'est un peu choquant parce que dans les années 2010, on était revenu à une norme plus ou moins acceptable. Et là, au dernier défilé, on voit qu'il y a de moins en moins de mannequins. Toi, tu l'as vu dans les derniers défilés? Franchement, moi, je regarde beaucoup les défilés que je préfère. Et souvent, c'est les défilés les plus inclusifs, souvent, c'est les petites marques. Tu vois, les marques londoniennes, les marques américaines qui font même défiler parfois des femmes en chaise roulante, fauteuil roulant, tu vois. Mais les grandes marques font défiler que des filles, mais très très minces. Quand je dis mince, c'est tu vois leurs os dépasser des épaules, tu vois des clavicules, mais tout le monde a des clavicules, mais des clavicules. Et si les os aussi sur la poitrine, tu vois que les filles ne mangent pas en fait, tu vois. Tu vois que les filles ne mangent pas et c'est choquant parce qu'on s'est dit est-ce que c'est un retour en arrière? Donc voilà, c'est un peu ça. Mais j'avais parenthèse, mais j'avais une amie qui travaillait, elle retouchait en fait les photos des défilés du coup. Tu sais, les photos qui sortent ensuite dans la presse. Et on lui demandait d'essayer d'effacer les os justement pour pas qu'on voit qu'elles sont trop maigres, pour pas qu'il y ait un backlash trop grand dans la presse. Du coup, elle devait gommer un peu justement ce que tu disais, la cage thoracique, etc. Vraiment des os qui ressortent et vraiment on voit que c'est de la malnutrition. Mais c'est ça. Et je trouve ça fou qu'on lui demande vraiment clairement de faire ça. C'est vraiment dingue. Le plus horrible, c'est que c'est même pas genre malsain, c'est vraiment considérer des femmes comme des objets en fait. Ce qu'ils veulent, c'est créer une robe et que la robe puisse rentrer dans 36 femmes. Et c'est pas atteignable et surtout c'est pas normal en fait. Mais je savais pas que c'était lié justement au fait que les marques se sentaient menacées par d'ailleurs ils ont un documentaire qui s'appelle Des supermodèles qui est sorti sur Apple et allez le voir, il est vraiment très cool et ça explique un peu la fin des grands top modèles et elles étaient clairement en fait devenues une marque à part entière en fait. Et donc du coup ça les arrangeait pas et je pense que dans la mode c'est vraiment une guerre d'ego et ce qu'ils veulent eux à la fin de la journée c'est vendre des t-shirts et des strings, donc en soi ils s'en foutent de le vendre sur une feuille. En fait ils disaient ils pouvaient aller dans les pays de l'Est et avoir 10 mannequins pour une Naomi Campbell, tu vois. Donc, ils se disaient, c'est plus logique de prendre 10 mannequins et de rendre ça à la mode et plutôt que d'avoir une Naomi Campbell. Ok, toujours les marques, toujours le capital. Toujours. Comme tu le disais, même s'il y a eu un petit peu plus de visibilité pour les mannequins grande taille, et encore, quand on dit mannequin grande taille, c'est un peu risible parfois, c'est de la taille 40, quoi. Et il y a vraiment un retour inquiétant de la maigreur et j'ai lu un article du coup de notre ami Anthony Vincent sur Mademoiselle qui s'appelle « Comment la mode se lasse du body positive et revient à la maigreur héroïne chic ». D'ailleurs tout à l'heure je parlerai un petit peu plus du mouvement body positive et en gros il explique que c'est aussi la tendance à la mode Y2K donc des années 2000 qui a été vraiment ramenée c'est redevenu à la mode en fait, c'est toujours un cycle la mode qui a un peu aussi ramené l'esthétique héroïne chic des années 90 parce que t'as les micro-jupes, des crop tops et dans l'imaginaire des gens, il y a que les personnes maigres qui peuvent porter ça alors que
on peut porter ça sans faire du XS, mais enfin bref. Et que du coup, ça glorifie effectivement cette maigreur et que, comme tu disais tout à l'heure, qui est associée du coup avec l'esthétique héroïne chic à la consommation de drogue et que du coup ça remettait en avant voilà des silhouettes ultra maigres, ultra minces et surtout ça peut encourager un comportement malsain. Par exemple, il y a un grand retour de tout ce qui est astuce un peu ce qu'on appelle pro-ana, donc pro-anorexique. Il y a certaines personnes aussi qui partagent des astuces sur les réseaux sociaux en détournant des médicaments. Par exemple, on en avait parlé une fois dans un épisode, l'Ozempic, qui est un traitement du diabète et qui voilà, les gens conseillent ça pour perdre du poids, donc c'est catastrophique. Et donc voilà, enfin en tout cas, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans son article, Anthony Vincent, c'est qu'aussi il dit voilà, le but c'est pas non plus de stigmatiser les personnes qui peuvent être minces mais qui pour autant mangent bien, mangent à leur faim. Oui. Voilà, on peut être mince et en bonne santé. Enfin, la bonne santé n'a pas de taille. Mais ce qui est problématique, c'est que l'industrie de la mode, en fait, promeut la minceur, voire la maigreur, comme un peu le seul critère qui serait valide et qui serait un critère de beauté, quoi. Oui. C'est surtout ça le problème. Et tout à l'heure, tu parlais des influenceuses, tu sais, en 2010 et tout, un peu le retour aux formes. Et ça, je m'y suis un peu intéressée. Et surtout à Kim Kardashian, comme tu disais tout à l'heure. Il y a une des femmes les plus influentes au monde, il faut le dire. C'est ça. Et donc, il y avait cette mode, on va se le dire, des grosses fesses. Et là, un retour en arrière un peu sur son esthétique. Et donc, je voulais en parler. J'ai l'impression que, enfin, c'est pas une impression, c'est qu'il y a un peu, c'est la fin un peu de l'appropriation culturelle. Où voilà, elle surfait un peu sur l'archétype de la femme noire. Maintenant, elle surfe plutôt sur l'archétype de la femme blanche, sophistiquée, mince. Qui sort avec Timothée Chalamet. Avant, c'était plutôt des rappeurs noirs. Et je trouve ça intéressant de revenir, du coup, sur la mode des grosses fesses, sur laquelle Kim surfait, pas que Kim, mais en gros beaucoup Kim. Et j'avais écrit à l'époque un article sur le média du coup Mademoiselle, où j'avais interviewé Rokhaya Diallo, parce qu'en fait elle avait sorti un documentaire sur les fesses, justement sur les grosses fesses, qui s'appelait Bootyful, donc c'est un jeu de mots, booty, donc les fesses en anglais, et beautiful, donc beau. Et donc j'aimerais bien vous en parler un petit peu. En gros, j'avais discuté avec elle et en fait, elle expliquait qu'il y a eu une grande variation dans l'histoire à propos de l'appréciation des fesses. Et donc, en gros, les fesses étaient considérées comme un critère de beauté à plein d'époques différentes, comme par exemple pendant la dynastie Ming en Chine, où en fait, on rajoutait des espèces de croupes aux robes, c'est des espèces de trucs derrière, quoi, pour avoir des fesses plus grandes, plus grosses. Et que c'est seulement en fait à partir de l'époque coloniale que les fesses ont été racialement stéréotypées, c'est-à-dire qu'on a accolé les grosses fesses notamment aux personnes noires, ça a été associé aux femmes noires spécifiquement. Par exemple, elle m'a dit, je sais pas si tu vois qui c'est, la Vénus Hottentote. Oui. Voilà, c'est celle qui était exhibée dans les Exactement. En fait, son vrai nom c'est Sarah Bartman et c'était une femme originaire d'Afrique du Sud et en fait, elle a été enlevée, déportée en Europe et exposée vraiment comme un monstre, comme une curiosité dans des foires parce qu'elle avait des grosses fesses. Et donc c'est vraiment, je trouve, bien représentatif de ce qui se passait à l'époque coloniale et ce qui se passe encore maintenant puisqu'on... c'est pas fini. Et donc en fait, après ça, les grosses fesses, il y a eu une grosse fascination et un peu répulsion aussi. Oui. C'était un peu les deux. C'était un peu... Genre, c'est beau pour eux, mais chez nous, c'est pas classe, quoi. Exactement. C'est exactement ce que Rokhaya Diallo expliquait. En fait, les grosses fesses étaient admirées. Bon, alors pas trop dans le milieu bourgeois parce qu'il y avait quand même un culte encore de la minceur qui était toujours valorisé. Mais comme par hasard, la fascination qui était associée aux grosses fesses, c'était principalement réservé aux femmes non noires. Oui. Parce que quand c'était des femmes noires, ça faisait vulgaire. Quand c'était des femmes non noires, c'était cool. C'était la nouvelle mode. Comme je me souviens quand tout le monde parlait des fesses de J-Lo avec le recul. Voilà. Elles étaient pas si grosses que ça en fait. Et Kim Kardashian du coup a adopté cette esthétique, donc associée aux femmes noires, et a un petit peu popularisé cette silhouette, en tout cas auprès du public, du grand public et surtout des personnes non noires. Et Rokhaya a expliqué que dans son documentaire, il y a donc la poétesse Kiyemis qui disait que la société valorisait les grosses fesses, mais seulement sur des corps blancs, ou en tout cas non noirs, et des corps surtout minces. Enfin, en tout cas, c'était des gens avec une taille fine, un dos étroit, un ventre plat, ce qui est assez rare quand même comme morphologie. C'était pas... on disait pas, vive les gros corps, c'était vraiment juste les grosses fesses. Même les body positives, maintenant dans la mode, c'est rarement autre chose que des 8. Hein.
Tu vois. Exactement. C'est vraiment le corps en forme de sablier, quoi, la taille très fine. Et en fait, maintenant que c'est devenu un petit peu mainstream, tout ça, les Kardashian font machine arrière. Elles ont retiré leur implant, comme tu le disais tout à l'heure, Kim a fait un régime, par exemple, pour rentrer dans sa robe, etc. Il y a un retour de la minceur sur les podiums, et il y a des chiffres justement qui sont sortis fin septembre sur la Fashion Week. C'est des données qui ont été collectées par Vogue Business, et il y a le 20 minutes du coup qui a repris ces chiffres-là. Et en gros, sur plus de 9000 tenues dévoilées au cours des 219 derniers défilés à New York, Londres, Milan et Paris, et il y a 95,6% qui ont été présentés par des mannequins de taille comprises, comme tu le disais, entre 32 et 36. Et les grandes tailles, donc 44 et plus, elles étaient représentées que à 0,6%. Et les tailles moyennes, donc du 38 au 42, 3,8%. Donc vraiment, il y a du chemin. Enfin, c'est vraiment pas l'inclusivité dont on nous parle tout le temps. C'est vraiment minime, quoi. Et en plus de ça, là, on parle de morphologie, mais il y a aussi le manque d'inclusivité sur les podiums en termes de race. Et justement, il y a je crois que c'était l'épisode d'avant ou celui d'avant encore. Je parlais du coup dans mes recommandations culturelles du livre Corps noir, réflexion sur le mannequinat, la mode et les femmes noires de Christelle Bakima Ponza. Je sais pas si tu l'as lu. Non. Faut que tu le lises, il est trop bien. Okay. C'est un livre qui parle de ça, qui parle du manque de représentation, surtout des corps noirs féminins dans le monde de la mode en France spécifiquement, et que voilà, la figure en gros du mannequin idéal, c'est une femme blanche, c'est une femme mince, et que le peu de fois il y a des femmes noires, c'est très exotisant et il y en a pas beaucoup. Et surtout, j'ai remarqué, c'est quand même un physique qui reste accepté par les critères eurocentrés, quoi. C'est un petit nez, c'est des traits fins, et souvent grandes, c'est minces. C'est un idéal fantasmé parce qu'elles sont souvent sans cheveux, très très foncés, tu vois, très très foncés. Et même souvent il y a eu un backlash avec le Vogue UK. En fait, ils avaient mis c'était un numéro spécial femme noire et ils avaient foncé encore plus les corps qui avaient l'air presque bleu, qui avaient l'air presque bleu sur la couverture. Et les gens me disaient en fait, tu vois, souvent ils font genre les femmes très très foncées avec les femmes très très blanches, genre en mode comme si c'était un peu genre un truc un objet de fascination. Ouais, vraiment, c'est ça, c'est un peu la femme noire fantasmée, cliché, comme tu le disais. Et vraiment, le fait que ce soit toujours des femmes noires avec le crâne rasé, qu'on voit pas leurs cheveux crépus, ça me fait trop penser à avant, pour te dire que les choses n'ont pas changé. À l'époque, par exemple, de l'esclavage, où on demandait justement aux esclaves noirs, aux femmes noires, de cacher leurs cheveux parce que ça séduisait trop les hommes blancs, tu vois. D'ailleurs, j'ai appris que c'était dans les îles qu'a commencé tout l'amour de porter le foulard, tout ça, parce qu'en fait, elles n'avaient pas le droit de monter leurs cheveux, donc elles faisaient leur toilette avec des beaux foulards. C'est ça, exactement. En fait, on leur empêchait de montrer leurs cheveux, du coup, avec des beaux foulards, elles faisaient... en tout cas, aux Antilles, on appelle ça marée-tête. Ok. Et c'est plein de nœuds, plein de jolies choses avec les foulards, donc un peu pour contourner le truc, comme on sait bien le faire. Voilà. Et est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu plus, là on a parlé de la maigreur, mais peut-être parler des mannequins grande taille, est-ce que ça a évolué, est-ce qu'il y en a un peu plus? On a vu que non, mais... Oui, mais en tout cas, en 2017, il y a une loi qui a introduit le certificat médical obligatoire pour les mannequins pour attester de leur bonne santé. Et la même année, LVMH et Kering ont signé une charte qui s'engage à supprimer de leur demande de casting des mannequins qui font du 32. Mais encore une fois, on voit que ça n'a pas été respecté. Et tu sais, la mode, c'est un peu comme partout, ça marche au buzz et aussi, du coup, au bad buzz. Ça veut dire qu'à un moment, il y a eu je pense qu'on parlait plus, mais il y a tout le mouvement des militantes body positive qui disaient, écoutez, la femme moyenne fait du 42, du 44, c'est pas normal qu'on voit que des femmes qui font du 32 sur les podiums. Donc, les marques ont commencé à intégrer des personnes plus size dans leur défilé. Et je pense qu'on vraiment peut citer aussi Rihanna qui a vraiment bousculé les choses avec Fenty et Savage lingerie. Et c'est une des seules aussi à mettre en avant des corps d'hommes gros, en fait. Parce que là, on parle souvent des femmes grosses, mais les hommes gros sont vraiment inexistants. J'ai jamais vu un homme gros défiler. Et je suis dans la mode depuis 2013 maintenant et j'ai jamais vu un homme gros défiler. Il y en a parfois bien sûr, dans les invités, mais non, jamais sur les podiums. Et donc, moi, je pense que ça
ça va évoluer tant qu'on veut leur imposer, mais je pense qu'en fait, c'est tellement plus facile pour eux d'avoir un prototype d'habit qui va à tout le monde. Ça a vraiment jamais changé, mais oui, c'est un peu hypocrite. Et comme je disais, si maintenant on parle, toi et moi, on peut citer que quelques mannequins grande taille. Parce que oui, bien sûr, il y a des mannequins grande taille, on peut citer Ashley Graham, qui pour moi n'est pas une grande taille. C'est clair, c'est mid-size. Ouais, c'est vraiment mid-size. Il y a aussi Preciously qui a explosé il y a pas très longtemps. Et il y a aussi Paloma Alcécer que j'ai vu un peu partout dans les Fashion Week. Et pour moi, c'est pas des grandes tailles. Tu vois, pour moi, une grande taille, je sais pas si tu vois, c'est qui Tess Holliday. Ouais. Elle, pour moi, c'est une grande taille. C'est une fille qui a du ventre, qui a des cuisses qui se touchent. Voilà, c'est ça, en fait. Et ça qu'on veut voir parce que les vêtements sont achetés par plein de personnes, pas que par des femmes minces. Et je pense que c'est important, la représentation, et je pense que ça va changer parce que les gens ne se taisent plus, en fait. Et comme on dit, Internet est devenu un village, tout le monde a droit à la parole, tout le monde a droit à aussi, à pas à cancel culture, mais à pointer du doigt, comme par exemple Victoria's Secret, qui a changé leur fusil d'épaule parce que les gens disaient, attends, il y a pas de personnes trans, il y a pas de personnes grosses. Et au début, ils ont dit, mais nous, on fait pas ça pour les personnes trans et les personnes grosses. Ils ont fait faillite, tout ça. Et maintenant, ils ont fait un nouveau show en mettant les personnes trans, en mettant les personnes grosses, parce qu'en fait, ils ont pas le choix. Maintenant, en fait, on est obligé d'être un peu inclusif pour juste être Instagram friendly, si je veux dire. Donc, ils vont le faire à contre-cœur, mais ça a changé, je pense. Pas assez vite. Ouais, mais je pense même au-delà de la représentation, il faut aussi qu'il y ait des changements plus systémiques, parce que voilà, la grossophobie, c'est systémique. Et au-delà de juste mettre 2-3 mannequins grosses, aussi peut-être aussi, enfin réfléchir juste, parce que tu parlais tout à l'heure de prototypes, et moi je me posais la question, parce que oui, ok, d'accord, c'est plus facile d'avoir un prototype qui fait 36, mais je sais pas, ils se cassent la tête à faire des défilés de ouf, ils peuvent pas se casser la tête pour faire d'autres prototypes, tu vois, des trucs comme ça, des changements concret au-delà de juste mettre une Ashley Graham qui fait je sais pas combien, mais qui et aussi moi je pense qu'on t'a dit c'est vraiment systémique, c'est parce qu'en fait tout est lié. Il y a les directeurs de casting, mais aussi les journalistes. Et même s'il y a 5 obèses ou 5 grosses sur les défilés et que dans les journaux et dans les magazines, on continue à promouvoir la maigreur, ça n'a jamais changé. Oui, je pense que vraiment, déjà, les personnes en place doivent changer et doivent être plus inclusives parce que c'est bien beau de mettre, de les exposer dans les défilés. Mais c'est au jour le jour, quand on va faire les courses, on voit que les personnes minces dans les panneaux de publicité, ça n'a rien changé en fait. Ouais, et tout à l'heure, t'évoquais le mouvement body positive, et du coup, je voulais revenir un peu dessus, peut-être en parler un peu. Et du coup, donc la définition du body positive, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est un mouvement social, culturel, qui est censé promouvoir l'acceptation, l'appréciation de tous les types de corps, indépendamment de leur forme, de leur taille, de leur apparence, et même de leur capacité physique. Donc, par exemple, les personnes qui ne sont pas valides. Et en gros, ça encourage les personnes à s'aimer, à embrasser leur corps tel qu'il est, sans se sentir, en fait, obligées de se conformer aux normes de beauté qui sont souvent irréalistes, qui sont, comme on le disait, perpétrés par la mode, par la société, par les médias, par la pub, et j'en passe. Et donc, en gros, c'est célébrer la diversité des corps, faire en sorte qu'il y ait une plus grande représentation des différents types de corps dans les médias, la mode, la publicité, voilà. Et donc, il y a eu, c'est comme ça a l'air tout beau, tout mignon, mais il y a eu quand même pas mal de critiques à propos de ce mouvement. Alors d'abord, il y a eu des critiques clairement grossophobes, des critiques qui soutiennent que la promotion du body positive, ça encouragerait le surpoids ou l'obésité, ce qui est complètement faux. Factuellement, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Peut-être que tu veux élaborer. Mais non, c'est comme les gens qui te disent oui, parce qu'on voit plus de personnes cuir et il y a plus de gays, c'est pas une épidémie, il faut arrêter en fait. Non, c'est vraiment des gens bêtes. Les gens gros sont là, les gens queer sont là, ça va pas encourager. Ils étaient là avant Instagram, ils seront là après Instagram en fait. Exactement. Il y a d'autres critiques qui sont pour le coup plus fondées. Il y a certaines personnes qui affirment que le mouvement en fait, ça n'inclut pas les expériences surtout des groupes marginalisés, par exemple les personnes racisées, les personnes handicapées, les personnes transgenres. Tu l'as dit, même quand il y a des marques qui se réclament un peu body positive, inclusive, souvent c'est juste un type de personne et encore une ou deux personnes, quoi. Il y a aussi des personnes qui critiquent le fait que ça peut être aussi de la positivité un peu toxique, dans le sens où on dit aimez-vous, faut que vous ayez une estime de vous équilibrée à tout prix, et c'est pas toujours possible, et c'est dur en fait quand on est dans une société qui continue sans cesse de nous stigmatiser. Par exemple, moi j'avais écrit un article pour le média Manifesto 21 qui s'appelle Noir et queer, comment définir
maintenir sa beauté à la marge de la marge. Et en fait, pour moi, on a beau parler, par exemple, d'antiracisme, voilà, de mettre des femmes noires une fois tous les 10 ans en couverture, en fait, nos corps, ils continuent dans la société d'être fétichisés, sexualisés, objectifiés. Et donc, voilà, quand il t'arrive tout ça et que t'as des personnes qui te disent à tout prix, il faut t'aimer, je trouve ça hyper dur et parfois hyper culpabilisant. Tout le monde ne part pas du même point de départ et tout le monde ne peut pas ou n'a pas envie en fait d'être résiliente à tout prix. Et je suis hyper d'accord avec ce point-là. D'ailleurs, il y a Megan Thee Stallion, la rappeuse, qui dit bad bitch have a bad day too. Et c'est vrai, en fait. Et c'est nous être tristes, en fait. Et nous être tristes, nous trouver moche. Je te jure, mais oui. C'est clair, on peut se trouver moche parfois. Laissez-nous tranquilles. Et il y a aussi d'autres critiques qui disent que voilà, le mouvement a été commercialisé par pas mal d'industries. Le mouvement body positive, je le rappelle. Par exemple... au hasard, l'industrie de la mode et de la beauté. Et donc, en gros, c'est devenu... par exemple, les personnes grosses, les personnes noires sont devenues un petit peu des symboles pour montrer patte blanche, pour dire, voilà, on est inclusif. Mais il n'y a pas vraiment de réel changement systémique. On en parlait juste avant. Donc voilà, moi je trouve que ces critiques, à part la première critique qui est clairement grossophobe, je les trouve recevables. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, moi je suis d'accord. Mais quand même, je trouve ça cool que ça existe. Et je trouve juste que... Enfin, je suis pas en train de dire c'est pas bien le mouvement body positive. Je pense juste qu'il faut qu'il évolue. Je pense que le truc un peu en surface, c'était cool au début pour retenir l'attention des marques, mais que maintenant il faut aller plus loin et il faut voir plus loin et il faut vraiment opérer des changements concrets, que ce soit sur les podiums, derrière les podiums, dans les pubs, etc. Ça devient une norme en fait. Voilà. Ça doit être la norme d'être tel qu'on est. Voilà. Exactement. Belle conclusion. Oui. Merci. L'amour, le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. Je vous promets que je ne déteste pas les hommes. Parfois, je les trouve divertissants, parfois sexy, mais ils sont tellement problématiques qu'ils perdent beaucoup leur popularité. Et j'avais dit à quelques épisodes de ça que les hommes hétéros étaient dans leur flop era. Voilà, parce qu'en fait, on en a marre d'eux. Et ils n'ont pas assez évolué émotionnellement. Ils ne prennent pas en compte le poids de la charge mentale dans un couple. L'équité est dans les répartitions des tâches et même dans l'éducation des enfants et leur bien-être est loin d'être acquis. Du coup, il se passe quoi? Mais de plus en plus d'hommes se retrouvent seuls, bien fait pour eux, et les femmes commencent à célébrer de plus en plus leur célibat et même leur divorce. Et un autre phénomène qui résulte du désamour des hommes hétéros, c'est l'augmentation de la congélation des ovules chez les femmes. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Non, parce que je veux pas spécialement d'enfants, je t'avoue. Okay. Mais j'ai des amis qui l'ont fait, mais c'était plus pour des raisons médicales. Ok. Mais ouais, j'ai des potes qui ont fait ça. D'accord. Mais moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était il y a 10 ans, et c'était dans l'épisode des Kardashians. C'était la maman qui poussait Kim, Kourtney et Chloé à congeler leurs ovules. Okay. Pour, comme, en fait, elles ont commencé à être connues vers leurs 35 ans comme ça. Donc, en fait, leur maman leur disait que si vous voulez des enfants plus tard, il faudrait penser à congeler leurs ovules. Et j'ai l'impression que c'était quelque chose de très... hype en fait, c'était pas pour nous. Santé Magazine nous apprend que dans le cadre de la loi du 3 août 2021 relative à la bioéthique, les femmes françaises âgées de 29 à 37 ans peuvent maintenant congeler leurs ovocytes sans raison médicale. Parce qu'avant c'était obligé, maintenant sans raison médicale, et pour mener à bien une future grossesse. Donc ça veut dire quoi, congeler ses ovules ou ses ovocytes? La congélation des ovocytes, aussi connue sous le nom de cryoconservation ovocytaire, est une méthode de préservation de la fertilité. Elle consiste à prélever les ovocytes après une stimulation ovarienne ou non, afin de les congeler dans l'azote liquide et de les stocker en vue d'une grossesse ultérieure. Et du coup, le magazine Guardian, qui est un magazine anglophone, pense que c'est le Covid-19 et toutes les restrictions sanitaires et du coup sociales qui ont poussé les femmes à se pencher sur leur fertilité et du coup à la congélation des ovules. Mais le magazine The Atlantic dit en fait que ça cause des hommes et non pas que des restrictions sanitaires. Il y a d'ailleurs un livre de Marcia Horn qui s'appelle Mother Euthanized the Mating Gap and Why Women Freeze the Egg de Marcia Horn, qui nous en explique ça en profondeur. Elle a interviewé plus de 150 américaines et des hétérosexuels, bien sûr, parce que c'est toujours nous qui sommes les dindons de la farce, en fait, parce que les hommes sont nuls. Ouais, mais c'est surtout les femmes hétérosexuelles les premières qui bénéficient de toutes ces choses-là. Après, les autres sont un peu lésées, tu sais. Ouais, je pense parce qu'on les considère
considèrent même pas en fait comme des femmes voulant procréer, parce que pour eux encore procréer c'est un garçon et une femme, et un garçon, voilà. Mais tout ça pour vous dire en fait que du coup elle a interviewé 150 femmes hétéros et elles sont toutes venues à la même conclusion, c'est que c'est très dur de trouver un homme hétéro qui est un bon coparent. Donc les femmes commencent à se dire qu'elles vont galérer à trouver un mec intéressant, donc elles vont avoir les enfants plus tard, donc elles commencent à congeler leurs ovules, et au pire, c'est pas de mec, elles le font toutes seules. Ouais, voilà. Franchement, ouais. Moi, je suis pas hétéro. Ouais, t'es pas hétéro, mais est-ce que tu pourrais considérer de congeler tes ovules si dans 10 ans tu veux un enfant? En fait, déjà, je trouve ça cool qu'il y ait la possibilité de faire ça, mais je trouve quand même qu'il y a toujours derrière une injonction, justement, pour les femmes en tout cas, à avoir des enfants. Ouais. Et j'ai l'impression que du coup, si tu dis que tu veux pas d'enfants, on te dit toujours, tu sais, tu changeras d'avis, et du coup, vas-y, congèle tes ovocytes, congèle tes ovaires, parce qu'on sait jamais, tu vas changer d'avis. Mais on peut juste ne pas vouloir d'enfants. Enfin, moi, j'en sais rien. C'est vrai, si je voudrais dans 10 ans un enfant, ça m'étonnerait. En tout cas, si j'ai un enfant, c'est sûr, ce sera pas avec... avec un homme. Mais même quand ils sont là, ils sont pas là, donc on s'en rigole. Voilà, mais enfin... Peut-être, mais c'est vraiment pas dans mes projets, donc c'est pas ma priorité. Mais tu penses que tu verras au moment venu comment faire si tu veux des enfants? En fait, si à un moment je veux des enfants, c'est trop tard, tant pis, c'est pas grave, je vais pas pleurer. Ok, d'ailleurs, quand tu me dis il y a une injonction aux femmes d'avoir des enfants, il y a une fille qui est venue témoigner sur Combini News. Okay. Elle avait 18 ans et elle s'est fait ligaturer les trompes. Et ça a fait un peu un scandale et tout le monde dans les commentaires disait mais t'as que 18 ans, tu sais pas ce que tu veux, peut-être t'as rencontré un homme dans 5 ans, tu voudras des enfants. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire? C'est ça en fait, ouais, c'est ça. C'est ton corps. Si t'as pas envie d'avoir d'enfants, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'ils veulent que les gens qui veulent pas d'enfants et qui en ont, ou qui n'étaient pas en capacité d'en avoir et qui en ont, pour moi c'est plus problématique que des personnes qui juste ne veulent pas pour X raisons et juste voilà. En plus, on est beaucoup, corps. Le périph' est bouché, fait pas d'enfants en fait. C'est fatigant, j'en ai un. On est trop. Faites pas d'enfants. C'est fini, donc moi mon mot de la fin c'est que les hommes sont tellement nuls que les femmes congèlent leurs ovules parce qu'elles préfèrent être toutes seules qu'être avec des bras cassés. Trop bien. C'est quoi ta reco? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante, mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire... Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors cette semaine, je vais vous recommander un spectacle que j'ai eu la chance de pouvoir voir avec mon ami Anthony Vincent. Il est toujours lui qui vient de travailler avec nous en fait. Sponsorisé par Anthony Vincent. En avant-première, en gros, c'est un cirque qui s'appelle le cirque Leroux et en fait qui se produit au Bon Marché. En fait, le Bon Marché avait déjà l'an dernier proposé une pièce de théâtre complètement immersive que j'avais pas pu voir et qui s'appelait Au Bonheur de Dames. Et cette fois-ci, en fait, jusqu'au 31 décembre 2023, et donc le Bon Marché, qui est un grand magasin rive gauche à Paris, présente une coproduction avec la compagnie Cirque Leroux. Et en gros, ça s'appelle Entre Chien et Louve. Et c'est une création qui se déroule au sein même du magasin, donc je trouve ça assez étonnant. Donc c'est vraiment entre le rayon parfum de luxe et maquillage. Et donc après la fermeture du magasin, en fait, le spectacle a lieu. Et donc c'est un spectacle acrobatique, à la fois hyper drôle, je trouve, et très touchant, triste. Alors, à savoir que moi, du coup, j'ai juste vu un avant-goût, donc un extrait du spectacle. C'était pas le show complètement terminé, en fait. C'était encore en cours de construction. C'était quand même un extrait qui a duré 45 minutes, donc j'ai vu une grande partie du spectacle. Mais je pense que je pourrais pas me prononcer sur tout. Je sais pas, peut-être que ça a évolué. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Le cirque Leroux, c'est un cirque qui est assez connu, qui a été fondé en 2014. Et fun fact, j'ai fait 10 ans de cirque. J'étais dans une école de cirque. Ouais, mais ça se voit. Ah bon? Elle est hyper agile de ses mains. En tout cas, voilà, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse beaucoup et ça m'a grave donné envie d'en refaire. Je sais pas si c'est possible à mon grand âge. Et donc, sûrement une petite troupe qui a besoin de gens. Ouais. Et donc, Entre Chien et Louve, il y a un décor hyper étonnant. En fait, c'est tout en vertical, donc ça monte un petit peu jusqu'au plafond. C'est un espèce de grand mur avec des pièces cachées, et donc c'est vraiment au cœur du magasin. Et en fait, on est plongé direct dans plein d'univers différents. Et donc, je vais pas vous spoiler, promis. Il y a 8 performeurs-performeuses qui vraiment, pour le coup, défient littéralement la gravité, parce que voilà, elles font des acrobaties au sol, mais aussi suspendues dans les airs, et puis contre du coup la paroi qui monte jusqu'au plafond. Il y a des pièces qui s'ouvrent. Enfin, c'est vraiment beau. Je trouve
trouve ça fait très... j'ai eu l'impression d'être de nouveau une enfant. C'était hyper cool. Et donc, l'intrigue, en gros, suit 3 personnages très différents et à différentes époques. Donc, il y a un personnage qui est, je suppose, aujourd'hui, un autre personnage dans les années 70-80 et un autre personnage plutôt 19e siècle. Et en fait, ils sont tous réunis, tous très différents, mais un peu tous réunis parce qu'ils ont un peu des défis. J'essaie de rester un peu vague pour pas vous spoiler, mais des trucs qui leur arrivent qui sont un peu en commun. Et donc, la pièce parle de plein de choses. Elle parle d'identité, de trucs pas très gays, de violence conjugale, mais aussi d'amour, de sexualité, parce que voilà, il y a des couples queer, mais pas que. Ça parle de traumatisme, ça parle de romance, ça parle de plein de trucs. Ça reste assez drôle, c'est super poétique, il y a des images qui sont vraiment très 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 belles. Et c'est un peu comme un thriller. Et je sais qu'il y a des personnes dans la salle, notamment Anthony, qui ont eu un peu peur et un peu le vertige face au voltige. Mais en tout cas, ça provoque plein d'émotions et donc je trouve que c'est quelque chose à voir. Donc, pour rappel, ça s'appelle Entre chiens et louve. Ça a lieu au Bon Marché Rive Gauche à Paris jusqu'au 31 décembre 2023. Voilà, donc merci, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, on se retrouve dans 2 semaines. Et aussi, petit rappel, vous nous retrouvez dans 2 semaines, mais vous nous retrouvez aussi dans un spectacle unique et inclusif qui va mêler 2 podcasts, donc le nôtre, Les Mains dans la Pop, mais aussi le podcast d'Angèle Marais et de Jennifer Arduin, autrice du podcast du coup On a vendu des photos de nos pieds. Et donc c'est la semaine prochaine, donc prenez vite vos places. Ça a lieu au théâtre Le Pic, le lien sera dans la billetterie. Et voilà, on va parler de plein de choses, ça va être drôle, on va parler de fétichisme et de pop culture évidemment. Donc on vous retrouve là-bas, on espère que vous serez nombreuses. Bisous. Bisous, à bientôt. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes animée par Audrey Coupé de Kermadec et Combi Sofloï, produite par Julien Neuville, montage, mixage par Livio Boulanger et enregistrement par Constant Justin à Caleçon Studio, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Mathilde Jonin, assistante de production Lila Bordelais.